Je m'appelle Thomas, j'ai 34 ans, et je suis père d'une petite fille, Lisa. Elle a 6 ans, et ses cheveux blonds en bataille rappellent souvent ceux de sa mère. Nous sommes enfermés dans le sous-sol de notre maison, barricadés depuis 2 jours. Les murs de béton, d'habitude si rassurants, semblent maintenant nous étouffer. Dehors, les sirènes ne cessent de hurler. Par moments, leur bruit s'estompe, remplacé par un silence assourdissant, avant de reprendre de plus belle. La neige tombe sans discontinuer, mais ce n'est pas une neige normale. Elle est chargée de cendres et d'une odeur étrange, presque chimique. Tout est différent, plus rien n'a de sens, surtout pas en cette veille de Noël. Je revois tout, comme si c'était hier. La première alerte est tombée il y a une semaine. Une crise mondiale, disait-il. Des tensions à l'étranger, des émeutes qui commençaient à s'étendre. Puis, il y a eu cette explosion, en plein centre-ville. Je me souviens des images qui ont envahi les écrans. Les rues bondées, les magasins pillés, les visages paniqués. J'avais réagi tout de suite. J'avais compris que rien ne serait plus normal. Ce n'était pas un simple accident ou une crise passagère. C'était la fin d'une époque. Une époque qu'on avait tous pris pour acquise. Lisa me tire doucement par la manche. « Papa, c'est vraiment Noël aujourd'hui ?» Sa voix est si faible que j'ai du mal à l'entendre par-dessus le bruit sourd des sirènes. Je la regarde et je vois la peur dans ses yeux. Ce n'est pas la question innocente d'un enfant impatient de déballer des cadeaux. Non, c'est une peur plus profonde, une peur qu'elle ne devrait pas ressentir à son âge. Sarah, ma femme, n'est pas là. Elle est partie chercher des médicaments pour son père malade. Cela fait presque 24 heures maintenant, et elle n'est toujours pas revenue. Avant qu'elle ne parte, elle m'avait serré la main, son regard rempli d'une détermination que je n'avais jamais vue. Je reviendrai, m'avait-elle promis. Nos réserves s'épuisent. Il reste quelques boîtes de conserve, mais rien de quoi tenir plus de 2 jours. Le générateur, qui alimente nos lampes, faiblit. J'ai déjà vidé 2 jerrycans d'essence, et je sais que le dernier ne suffira pas longtemps. Lisa tient une boule de polystyrène dans ses mains. C'était une décoration de Noël qu'elle avait peinte l'année dernière. Elle me demande si on pourra décorer un sapin. Je lui réponds que oui, mais je sais que c'est un mensonge. Il n'y a plus d'électricité pour allumer une guirlande. Je m'en veux de ne pas être parti avec Sarah. Peut-être qu'ensemble, nous aurions eu plus de chance. Mais je ne pouvais pas laisser Lisa seule. Elle compte sur moi. En alternant entre l'espoir et la peur, je regarde ma montre cassée. Elle affiche toujours la même heure, 23h45. Bientôt minuit, la veille de Noël. Je n'avais jamais imaginé passer cette soirée ainsi, dans l'angoisse et la solitude. Une part de moi veut croire que tout cela n'est qu'un cauchemar. Lisa s'accroche à moi, ses petites mains tremblant légèrement. Maman va revenir, hein? Elle va revenir avant minuit, pour Noël? Je lui promets que oui, mais dans ma tête, les doutes s'accumulent. Et si Sarah avait été prise dans une embuscade? Si elle était blessée ou pire? Chaque seconde qui passe rend son absence plus insoutenable. Pourtant, je tente de sourire à Lisa. Je ne peux pas la laisser sombrer dans la peur. Elle a besoin de croire en quelque chose. Assis dans le noir, je repense à mes propres Noëls d'enfance. Mon père était militaire, souvent absent, mais quand il était là, il rendait chaque fête magique. Autour d'un grand sapin, il nous racontait des histoires de courage et de solidarité. Des histoires de survie dans des conditions extrêmes, qui semblaient alors si loin de la réalité. Aujourd'hui, je me demande ce qu'il aurait fait à ma place. Aurait-il attendu, ou serait-il parti chercher Sarah? Je sens le poids de cet héritage. L'idée de rester passif me ronge. Finalement, je me lève. Je ne peux pas rester sans rien faire. Sarah a peut-être besoin de moi. Et Lisa a besoin d'eau, de nourriture. Je fouille dans une vieille boîte et en ressort un pistolet que mon père m'avait donné avant sa mort. 2 balles, pas plus. C'est peu, mais c'est mieux que rien. Mon cœur tambourine dans ma poitrine. L'idée de quitter ce sous-sol me terrifie, mais je n'ai pas le choix. Je dois tenter quelque chose. Je réunis rapidement ce que je peux. Un masque improvisé, fait de vieilles écharpes enroulées autour de mon visage, des vêtements aussi épais que possible pour me protéger de la neige radioactive, et un petit sac à dos. J'y glisse une bouteille vide, un couteau de cuisine, et une lampe torche presque déchargée. Je dessine un plan sommaire du quartier. L'hôpital où Sarah devait aller est marqué d'une croix. Sur la route, quelques épiceries pourraient encore contenir des vivres. Je fixe ce plan comme si ma vie en dépendait. Parce que c'est le cas. En sortant du sous-sol, je tombe sur Monsieur Fournier, notre voisin. Je pensais qu'il avait fui depuis longtemps, mais le voilà, emmitouflé dans une vieille couverture. « Thomas, tu fais une erreur, me dit-il. Les groupes armés, ils rôdent partout, ils pillent tout ce qu'ils trouvent. » Je lui demande s'il a vu Sarah. Il hoche la tête. J'ai aperçu une femme courir vers l'hôpital avant l'aube.
je ne peux pas te garantir que c'était elle. Cela suffit à renforcer ma détermination. Je le remercie, même si ces avertissements résonnent encore dans ma tête. Je sais que chaque pas dehors sera un pari avec la mort. En marchant dans la rue, la neige mêlée de cendres me pique les yeux. Je tousse, même avec mon masque. Les immeubles éventrés projettent des ombres sinistres sous la lumière blafarde des lampadaires encore debout. Des voitures renversées jonchent la chaussée, certaines encore fumantes. J'entends des tirs lointains, mon instinct me pousse à presser le pas. Il n'y a pas de temps à perdre, mais chaque bruit amplifie ma nervosité. Mes mains tremblent sur la lanière de mon sac. Devant un commissariat partiellement détruit, je trouve des documents dispersés au sol. Ils parlent d'une « opération de confinement ». Les notes mentionnent des zones barricadées, classées prioritaires pour la survie. Rien n'indique si ces zones sont encore fonctionnelles, mais ces mots suffisent à raviver un peu d'espoir. Peut-être qu'il existe un refuge, quelque part. Je me sens tiraillé. Dois-je chercher ces zones de confinement, ou poursuivre ma route vers l'hôpital? Je m'accroche à l'idée que Sarah avait évoqué les médicaments pour son père. Elle aurait forcé son chemin vers cet hôpital, j'en suis certain. Malgré les incertitudes, je décide de continuer. Je me remémore une photo de Lisa, que j'ai glissée dans ma poche avant de partir. Elle me rappelle pourquoi je dois rentrer vivant. Non seulement pour elle, mais pour Sarah. Pour que, même dans ce chaos, on puisse rester une famille. Je reprends ma marche, mon objectif clair dans ma tête. En chemin, je tombe sur une petite boîte abandonnée. En l'ouvrant, je découvre des décorations de Noël poussiéreuses. Parmi elles, une petite boule brillante attire mon attention. Je la prends, pensant à Lisa. Je me promets de la lui offrir si je reviens vivant. Ce sera notre Noël, aussi modeste soit-il. Près d'un bus scolaire calciné, des souvenirs déferlent en moi. Un accident similaire avait marqué mon adolescence. J'avais vu des camarades blessés, hurlant pour qu'on les aide. Ce souvenir me fige un instant. Je respire profondément et regarde devant moi. Lisa m'attend, Sarah aussi. L'hôpital se dessine enfin, mais il est en partie écroulé. Des silhouettes armées patrouillent devant l'entrée. Je me cache derrière une voiture calcinée, scrutant leurs mouvements. J'entends des bribes de conversation. Ils cherchent des médicaments et repoussent violemment les survivants. Mon cœur s'accélère. Comment entrer sans me faire repérer? Je contourne le bâtiment par un couloir latéral, espérant une entrée discrète. Dans l'obscurité, je tombe nez à nez avec un survivant blessé. Il pointe une arme vers moi, ses mains tremblant de faiblesse. Je cherche ma femme, dis-je, levant les mains. Avant qu'il ne réponde, des tirs éclatent à l'autre bout du couloir. Profitant de la confusion, je m'échappe vers les salles de soins. Dans une salle barricadée, je trouve Sarah. Elle est cachée derrière une armoire, tremblante, mais vivante. Elle serre contre elle une trousse de médicaments. Je la prends dans mes bras. Elle est blessée à l'épaule, mais son regard démontre une détermination intacte. Nous n'avons pas le temps de parler. Les tirs se rapprochent. Nous trouvons refuge dans une autre salle, barricadée avec soin. Assis là, je vois à quel point tout cela nous a changé. Sarah n'est plus la femme hésitante que j'avais connue. Elle est devenue forte, déterminée, prête à tout pour nous. Quant à moi, je réalise que la peur ne m'a jamais quitté, mais qu'elle est devenue un moteur. Je ne suis plus cet homme passif, je suis un père et un mari prêt à tout pour protéger sa famille. Nous quittons l'hôpital dans un silence oppressant. Sarah marche à mes côtés, malgré sa blessure. Sur le chemin, nous croisons un survivant blessé, recroquevillé derrière une benne. Sans hésiter, Sarah lui tend une partie des médicaments qu'elle a récupérés. Ce geste, aussi simple soit-il, me rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce chaos. De retour dans le sous-sol, Lisa nous accueille avec un cri de joie. Elle se jette dans nos bras, ses larmes mouillant nos vêtements déjà trempés. Malgré tout, elle sourit, et c'est tout ce qui compte. Je sors la petite boule brillante de ma poche et l'accroche à un clou au-dessus d'une lampe de poche. Cela devient notre sapin, fragile et improvisé. Sarah propose que nous cherchions un moyen de quitter la ville. Il doit bien y avoir des zones moins touchées, dit-elle. Je hoche la tête. Je sais que nous ne pouvons pas rester ici indéfiniment. Avec les médicaments, Sarah pense que son père pourra tenir. Quant à moi, je pense à Lisa. Elle mérite de grandir ailleurs, loin de cet apocalypse. Je note dans mon carnet, c'est le dernier Noël avant la fin du monde, mais ensemble, nous tiendrons jusqu'au prochain. Sarah me regarde et sourit faiblement. Lisa s'endort dans ses bras. Je fixe la petite boule brillante qui reflète notre lampe de poche. Ce n'est pas un vrai Noël, mais c'est tout ce que nous avons, et pour l'instant, c'est suffisant.